Mais je vais commencer par ma formation professionnelle qui a débuté à l'université de Stanford où j'ai pu aller grâce à une bourse au mérite du gouvernement vénézuélien, mon pays d'origine. Et donc je suis allée faire un Master of Arts, qui était un peu au croisement de l'éducation et puis de plus en plus vers la sociologie, puisque je me suis orientée vers des cours dans ce domaine. Depuis les États-Unis, j'ai écrit à celle qui allait être ma directrice de thèse en France, Viviane Isambert-Jamati, qui était donc à l'université qui à l'époque s'appelait l'université René Descartes, qui est maintenant l'université Paris-Cité. Et donc j'ai fait ma thèse et doctorat dans ce cadre-là, dans l'équipe de sociologie de l'éducation. Et à la suite de ma thèse, en 1989, je suis entrée au CNRS. Ma carrière a été très linéaire parce que je suis toujours restée au CNRS, donc en passant les différentes étapes des chargés de recherche, deuxième classe, première classe, directrice de recherche, deuxième classe, première classe, classe exceptionnelle. Et j'ai simplement changé des lieux d'exercice. Pendant la première étape de ma carrière, j'ai été affectée à ma demande à l'équipe de sociologie et éducation. J'y ai passé 10 ans, mais je passais quand même une partie de ce temps à Lyon pour des raisons personnelles. Et donc j'ai enseigné aussi à l'université Lyon 2 et j'ai fait quelques-unes de mes premières recherches dans la région lyonnaise. Et ensuite, en 1999, Henri Mandras, qui était à l'époque le directeur de l'Observatoire sociologique du changement et avec qui j'avais été en relation grâce au manuel sociologie de l'école que j'avais préparé avec Marie Durubella, m'a invité à rejoindre ce centre de recherche à Sciences Po. Donc quand je suis arrivée, ce n'était plus lui qui était directeur, mais Philippe Bénard. Et donc je suis restée dans ce centre qui a récemment changé de nom. Actuellement, on s'appelle le Centre de recherche sur les inégalités sociales. Un intitulé qui nous convient davantage parce que observatoire s'est prêté à beaucoup d'interprétations. Et voilà, j'ai fait donc le reste de ma carrière dans ce cadre. Je dois juste peut-être ajouter que j'ai fait quelques séjours à l'étranger, pas très longs pour des raisons familiales, mais j'étais professeur invité par exemple à la fois à l'université de Turku en Finlande et puis à l'université d'Uppsala en Suède. Donc ça m'a permis aussi de mieux connaître un peu de l'intérieur d'autres systèmes d'enseignement supérieur. Alors quand on a une longue trajectoire, c'est toujours un tout petit peu difficile parce qu'on a lu beaucoup de choses. Je dois dire qu'au tout début donc, de ma formation, moi j'ai une formation au départ littéraire au Venezuela, donc, mais dans cette formation qui était une formation finalement à être professeur de langue, j'avais déjà pas mal fréquenté la psychologie, un tout petit peu la sociologie, la littérature, la sociolinguistique, donc j'étais un tout petit peu déjà ouverte à ces domaines-là. Mais quand je suis arrivée à Stanford, c'était très à la mode à l'époque à ces moments-là. Il y avait un moment important des développements de l'anthropologie de l'éducation parce que c'était un moment où beaucoup d'anthropologues américains étaient revenus chez eux suite à des guerres de décolonisation, suite au manque de ressources pour travailler à l'étranger, et donc se sont mis à étudier leur propre société et s'est développée une anthropologie de l'éducation des sociétés occidentales, donc très différentes de celles qui avaient été réalisées par le passé. Et donc à Stanford notamment, il y avait un des principaux représentants de ce courant qui était George Spindler, et j'ai eu la chance de pouvoir suivre certains de ses cours. Et donc, je me suis imprégnée un tout petit peu de cette anthropologie de l'éducation américaine et un tout petit peu de la sociologie éducation plus qualitativiste. Mais en même temps, un auteur qui m'a beaucoup marqué à cette période, c'est un auteur anglais, Basil Bernstein, parce que dans un des cours de sociologie éducation, j'ai lu un de ses articles les plus connus, on the classification and framing of educational knowledge, que je pense a été traduit en français sur la classification et le cadrage des connaissances ou des savoirs scolaires. Et c'est un article qui m'a beaucoup marqué au point que je peux presque dire que c'est cet article qui m'a orientée vers la sociologie de l'éducation. Après, j'ai eu un tout petit peu un choc culturel. Je suis arrivée en France
avec ce bagage, qui n'était pas un bagage très très lourd, parce que je n'ai passé qu'une année à Stanford, mais beaucoup de gens autour de moi, pas nécessairement ma directrice de thèse, mais d'autres personnes que j'ai pu rencontrer à l'époque, m'ont dit « Ah non, 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 il faut que tu oublies absolument ce que tu as appris aux États-Unis, c'est de la psychosociologie, c'est pas du tout la sociologie comme on l'entend en France. » Et donc j'ai passé cette première année en France, donc en 82-83, qui était l'année de mon DEA, à lire beaucoup d'auteurs sociologues français, donc Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Raymond Boudon, Christian Baudelot et Roger Establet, bien sûr les travaux de ma directrice de thèse, Viviane Isambert-Giamatti, et beaucoup d'autres, pour m'imprégner un peu de cette sociologie française, on va dire plus structuraliste, ou fonctionnaliste, comme on voudra, mais bon, c'est des labels qui ne fonctionnent pas véritablement très bien. Mais ce qui était très intéressant par la suite, c'est que peu de temps après, il y a eu véritablement, à la faveur de l'entrée d'une nouvelle génération de chercheurs, mais aussi des mouvements au sein de la recherche, des mouvements sociopolitiques également, une beaucoup plus grande ouverture. Et j'ai passé, chose que je n'avais pas du tout prévue, une grande partie du début de ma carrière à faire des notes de synthèse sur cette littérature anglo-saxonne en anthropologie éducation, la sociologie interactionniste, etc., alors que ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Même ça a bloqué un tout petit peu parfois des publications de mes premiers travaux empiriques, parce que j'étais très prise par ces travaux de synthèse. Par la suite dans ma carrière, parce que je considère que la formation ne s'arrête pas au moment où s'arrête officiellement la formation, qu'en tant que chercheur on est toujours en formation, j'ai développé beaucoup de liens, des liens d'abord par l'intermédiaire de mes écrits, après des liens personnels avec des sociologues du monde anglo-saxon qui utilisait beaucoup les travaux de Pierre Bourdieu qui m'avaient beaucoup influencé déjà à mes débuts. Je pense notamment à Stephen Ball, qui est un collègue qui jusqu'à présent est un ami, et avec qui je me suis trouvé beaucoup de points communs, à la fois en termes d'objets de recherche, parce qu'il a travaillé sur les micro-politiques au sein des établissements scolaires, sur les choix scolaires, sur les politiques éducatives, qui étaient tous des thèmes qui m'intéressaient beaucoup. J'ai eu l'occasion de le rencontrer assez tôt dans ma carrière à un colloque aux États-Unis. Et donc on a beaucoup sympathisé, même fait des choses ensemble. Et il a beaucoup influencé ma façon de penser dans ces domaines-là. J'ai aussi échangé, au début j'étais plutôt inspirée par ses écrits, plus tardivement que lors de ma présence à Stanford, parce qu'elle est à peu près du même âge que moi, donc elle a fait sa carrière au moment, par Annette Larot, que j'avais donc lu par la suite et avec qui j'ai pu échanger et qui viendra prochainement pour la soutenance d'une de mes étudiantes de doctorat, Émilie Griset. Donc elle a aussi beaucoup inspiré mes travaux, notamment sur la socialisation des classes dans les familles, tout le travail que j'ai pu faire dans ces domaines-là. Un autre collègue anglais, plus récemment, notamment à propos de mes travaux de recherche plus récents, Phil Brown, qui est un collègue à l'université de Cardiff, qui est beaucoup un sociologue qui s'intéresse au phénomène des concurrences, aux logiques des marchés, à l'entrée du marché du travail, mais pas seulement. Donc lui aussi a été une influence importante. Et puis je dirais, pour conclure sur ce point, que sur mon travail sur la formation des élites, il y a un modèle un peu ancien, mais que je trouve toujours pertinent, que j'ai essayé d'actualiser dans certains de mes travaux, notamment dans un article que je fais dans l'année sociologique qui s'appelle Ralph Turner et qui a beaucoup travaillé sur développer un modèle sur la formation des élites, ce qu'il appelle deux logiques des compétitions et parrainage qui caractérisent de façon inégale les différents systèmes éducatifs. Et pour moi, ça a été un fil directeur un tout petit peu de mes travaux plus récents, à la fois sur la formation des élites et sur les politiques d'ouverture sociale sur lesquelles je travaille en ce moment. Alors en ce moment, effectivement, je prépare un ouvrage sur les expériences et les trajectoires des jeunes qui ont bénéficié d'un dispositif spécifique, les conventions éducation prioritaire des Sciences Po. C'est un dispositif qui a été lancé en 2001
et qui visait à ouvrir Sciences Po à d'autres types de publics, notamment donc par le biais des conventions, de là le titre donc du dispositif, des conventions qui ont été établies avec un certain nombre de lycées classés comme désavantagés. Et donc, je ne me suis pas intéressée au départ à cette politique. D'ailleurs, le directeur de l'époque n'a pas associé directement les chercheurs. Moi, j'étais déjà à Sciences Po, puisque je suis arrivée en 99. Je n'ai pas du tout été associée au lancement de cette politique, mais petit à petit, j'en suis venue à m'intéresser, pas nécessairement d'ailleurs par une connaissance interne, parce qu'à Sciences Po, il y a souvent beaucoup de cloisonnement entre les différents univers, la recherche, l'enseignement, etc., mais plutôt par mes centres d'intérêt à m'intéresser à ce dispositif. Et donc j'ai commencé, il y a une quinzaine d'années maintenant, à y travailler à travers différents projets de recherche qui ont été notamment financés par le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques des Sciences Po, qui m'a donné plusieurs financements pour poursuivre ces travaux. Et donc j'ai pu faire différents types d'enquêtes qualitatives que j'essaye actuellement donc de mettre ensemble, d'intégrer dans un ouvrage d'ensemble. J'ai hésité beaucoup sur la façon dont j'allais me focaliser sur cet ouvrage. Peut-être que j'en ferai un deuxième parce que d'une certaine façon, je laisse beaucoup dans l'ombre la politique elle-même. Il n'y aura qu'un premier chapitre très synthétique et de ce fait très difficile à écrire sur la politique. Et puis tous les autres chapitres de l'ouvrage suivent la trajectoire des jeunes. Alors, ce n'est pas une enquête longitudinale, même si je me fonde beaucoup sur des entretiens rétrospectifs des jeunes. Et ce qui m'a, un des intérêts de l'ouvrage pour moi sur le plan méthodologique, c'est d'adopter une approche biographique que jusqu'à présent je n'avais jamais adoptée dans mes recherches. Mais ce n'est pas une enquête longitudinale, c'est-à-dire que j'ai interviewé à peu près une centaine de jeunes, mais à différents moments, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc j'ai interviewé des jeunes qui suivaient des ateliers convention éducation prioritaire dans leur lycée, c'est-à-dire on a créé des ateliers pour préparer à l'épreuve des Sciences Po. Après, j'ai interviewé des jeunes à Sciences Po, soit qui étaient dans le cycle du diplôme, soit qui étaient au master, dans les différents masters de Sciences Po, et j'ai interrogé également 42 étudiants diplômés. Et donc, ça me permet d'avoir un focus sur différents aspects de la trajectoire de ces jeunes et aussi de recouper leurs expériences. Donc, un des intérêts pour moi de cet ouvrage a été aussi d'aborder une thématique un peu différente par rapport à mes enquêtes, qui est celle de la mobilité sociale. Alors, ce n'était pas au cœur de mes enquêtes précédentes, même si ça croisait beaucoup de mes centres d'intérêt sur les inégalités d'éducation, mais là, je m'intéresse à la mobilité sociale et de fait, ça m'oblige à m'intéresser à des domaines, par exemple, auxquels je ne m'étais pas intéressée par le passé, l'entrée dans le marché du travail, puisque j'étudie 42 diplômés et qu'il est très intéressant de voir ce qu'ils deviennent dans le marché du travail. Et également, dans le dernier chapitre de l'ouvrage, je m'intéresse beaucoup à ce que deviennent ces jeunes sur le plan, par exemple, politique. Quel est leur point de vue politique? Et donc, je n'avais pas travaillé par le passé sur la socialisation politique, c'est un thème auquel je viens à m'intéresser, et également ce qu'ils deviennent dans leur rapport au quartier, dans leur rapport à la famille, etc. Donc, c'est des problématiques un tout petit peu nouvelles pour moi. En même temps, je dirais que l'intérêt de l'ouvrage a été également de me faire revenir à des problématiques très anciennes, parce que l'intitulé des conventions éducation prioritaire fait bien évidemment allusion aux zones d'éducation prioritaire. Au moins, je fais ma thèse de doctorat sur les zones d'éducation prioritaire. Donc, d'une certaine façon, je reviens à mes débuts. Également, au cours de ma carrière, j'ai d'une certaine façon monté de deux façons dans l'analyse de mes objets, c'est-à-dire que j'ai commencé par travailler sur les classes populaires, sur les classes moyennes, sur les classes supérieures et sur les élites. Et j'ai également commencé au départ par m'intéresser beaucoup à l'école primaire, dans les zones d'éducation prioritaire, puis au collège, dans mes travaux comme l'école et la périphérie ou les travaux sur les choix scolaires. Et puis de plus en plus dans la formation des élites, aux classes préparatoires, aux grandes écoles, etc. Et donc je dirais que cet ouvrage me permet d'une part de combiner à la fois une focalisation sur les élites, que normalement ces jeunes sont appelés à devenir, bien que cela reste une question ouverte, deviennent-ils vraiment des élites, et à revenir vers les classes populaires dont ils sont originaires, mais pas tous.
loin de là, mais quand même aux classes populaires, aux petites classes moyennes, et revenir aussi par le fait de l'approche biographique un tout petit peu vers le passé, et donc vers la socialisation familiale, vers ce qui s'est passé déjà à l'école primaire, et ce qui s'est passé dans leur trajectoire scolaire. Donc un intérêt pour moi, c'est d'intégrer toutes ces dimensions. Alors tout cela, plus la dimension méthodologique avec d'une part l'approche biographique, puis d'autre part même pour le premier chapitre, mais j'ose même pas dire ça parce que je suis tellement ignorante dans ce domaine, je fais un travail d'archive parce que j'ai eu un tout petit peu le bonheur ou le malheur de parler autour de moi à Sciences Po que j'ai cherché à avoir une approche un peu originale du dispositif parce qu'il a été tellement médiatisé que tout le monde croit le connaître, mais en fait on ne connaît pas grand-chose sur comment ça s'est passé sur place. Et je me suis retrouvée avec 15 cartons d'archives à travailler là-dessus, alors que moi-même, c'est pas des archives très bien classées, c'est des documents de Richard Descoings, le directeur de Sciences Po à l'époque, et des documents plus ou moins officiels, etc. Mais bon, ça m'a donné beaucoup de travail, un travail que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Et je dirais, ce qui est pour moi aussi un défi dans cet ouvrage, c'est que moi j'ai toujours orienté beaucoup mes travaux sur le fait de donner une grande place à l'appartenance sociale. Donc ça a été vraiment un fil directeur de mes recherches, avec cet intérêt pour les classes populaires, moyennes, des classes supérieures et différentes fractions de classes, notamment dans mes travaux plus récents, la différence entre les fractions culturelles et les fractions économiques des classes supérieures. Mais dans ce livre, j'ai été d'une certaine façon forcée par la nature même du matériau à donner beaucoup plus d'importance à d'autres dimensions. Alors je préfère le terme approche intercatégorielle qu'intersectionnelle, qui est le terme qu'on a plus popularisé, qui est le fait de croiser l'origine sociale avec la dimension ethno-raciale, puisque beaucoup de ces jeunes sont issus de l'immigration, mais aussi avec les origines géographiques, parce qu'il y a des fortes différences entre les jeunes qui proviennent de la banlieue parisienne et qui proviennent du reste de la France, notamment des petites villes ou des zones rurales, et puis également la dimension de genre, auquel j'ai résisté un peu, malgré la vague récente, le fait que beaucoup de mes étudiants de doctorat y donnent beaucoup d'importance. Mais moi-même, dans mes recherches, c'est une variable que je n'avais pas du tout privilégiée. Mais les différences sont tellement claires que voilà, j'ai été emmenée à travailler là-dessus. Donc je dirais que c'est un travail extrêmement stimulant par toutes ces dimensions que je viens d'évoquer, mais que je trouve très difficile aussi à cause de cela, et donc j'avance lentement, et donc je suis au milieu du gué en ce moment en train de me débrouiller avec ces différentes dimensions dans la rédaction de cet ouvrage. Alors il y a beaucoup d'idées, disons qu'une partie de ces idées sont un peu à l'intersection d'une réflexion scientifique et une réflexion plus politique. Notamment un des points que j'ai beaucoup souhaité développer dans mes travaux sur les ouvertures sociales et sur l'ouverture sociale des grandes écoles et des établissements d'élite en France, d'enseignement supérieur d'élite et dans ce livre en particulier, c'est une sorte de confusion qui a été engendré entre, de mon point de vue, deux axes qui sont différents. Quelque chose qui relève plutôt du renouvellement des élites. Et je pense que ça, c'est important parce qu'il est important dans tout contexte national que les différents groupes de la population se reconnaissent dans leurs élites, que ce soit en termes de genre, donc, ou que ce soit en termes des différents groupes issus de l'immigration ou des origines géographiques, des classes sociales bien évidemment, etc. Et donc ça me semble un objectif légitime. Mais pas aussi prioritaire qu'un deuxième objectif des luttes contre les inégalités d'éducation, qui me semble plus essentiel et prioritaire. Et ce qui m'a soucié politiquement et scientifiquement ces dernières années, c'est la confusion qui est entretenue entre ces deux dimensions. Notamment autour du thème de l'égalité des chances. Donc toutes ces politiques se revendiquent de l'égalité des chances
Et de fait, même si la politique des Sciences Po est la plus ambitieuse des actions qui ont été menées en termes d'ouverture sociale, parce que Sciences Po a véritablement changé son mode d'admission, alors que la plupart des grandes écoles ne font qu'une forme de soutien scolaire, d'appui pour que des élèves dans les lycées aient plus de chances d'avoir des orientations dans l'enseignement supérieur plus ambitieuses, des études plus longues, etc. Malgré tout, Sciences Po, c'est nécessairement une institution avec une taille réduite, même si elle a beaucoup grandi ces dernières années. Et donc, il n'y a qu'un nombre très limité de jeunes qui peuvent entrer par cette procédure. Et donc, au mieux, si ces jeunes arrivent à occuper un certain nombre de positions dans l'espace des élites économiques, politiques, culturelles, sociales, on verra un certain renouvellement des élites. Mais ça peut n'avoir aucun effet sur les inégalités d'éducation. L'exemple américain est là devant nous avec des politiques qui ont réussi à renouveler en tout cas la présence de certaines minorités dans les universités d'élite, notamment une population noire, aussi en partie hispanique aujourd'hui, que l'on retrouve à des postes importants, etc., aujourd'hui dans le système américain. Ça n'a rien changé à la situation des élèves noirs américains dans les écoles et d'une certaine façon, presque on pourrait dire que ça a freiné les politiques dans ce sens. Et je pense qu'en France, il y a effectivement un risque dans ce sens qui va de pair avec un autre mouvement, c'est-à-dire un certain abandon des politiques globales de lutte contre les inégalités et même des politiques territoriales comme les zones d'éducation prioritaire. Et donc on est dans des politiques très individualistes où on s'adresse à quelques-uns. Alors certains chercheurs ont déjà évoqué cela, mais en s'intéressant plutôt à des politiques individualistes qui, elles, sont un peu imposées sur les classes populaires, qu'on va renvoyer vers certains dispositifs dans les écoles primaires ou au collège, etc. Mais dans le cas que j'étudie, c'est plutôt des nouvelles opportunités qui sont offertes, mais qui mettent en concurrence ces classes populaires entre eux pour un nombre de places très très limité, donc on mobilise une concurrence, et en plus qui est une concurrence faussée, parce que le fait d'avoir créé des partenariats avec le lycée, heureusement en France, nos lycées, même très populaires, ne sont pas des ghettos, et même dans les lycées les plus désavantagés, il y a une fraction des classes supérieures, souvent plutôt du pôle culturel des classes supérieures, le pôle économique, on ne va pas le retrouver nécessairement là, des classes moyennes et des classes populaires. Et donc quand on voit qui sont les bénéficiaires des Sciences Po, mon collègue Marco Berti a étudié cela de façon statistique, beaucoup plus fine que je ne le fais moi-même, montrant qu'effectivement, même dans les meilleures années, il n'y a eu que 50% d'élèves qui étaient vraiment de milieux populaires. Si on considère que les milieux populaires sont les enfants d'ouvriers, d'employés, des personnes au chômage. Et les plus souvent, ça a été plutôt 40% d'élèves des milieux populaires et le reste d'autres catégories sociales. Et avec les changements des procédures qu'il y a eu récemment, que je n'étudie pas dans mon livre qui s'arrête en 2021, on voit encore une diminution beaucoup plus forte des élèves d'origine populaire. Donc ça, c'est quand même un thème central dans l'ouvrage, c'est que je me focalise sur une politique très particulière, mais j'essaye de montrer que c'est un mouvement beaucoup plus profond qui traverse l'ensemble du système éducatif actuellement. Un deuxième thème que j'essaie de développer qui m'intéresse beaucoup, c'est la définition du mérite. Ça a posé beaucoup de problèmes quand on a cherché à recruter ces jeunes. Et au départ, la vision de Richard Descoings et des personnes qui l'entouraient, c'était que pour pouvoir faire que ces jeunes accèdent à Sciences Po, on a créé une voie différente et une procédure différente qui était fondée sur le fait de défendre un dossier de presse dans leur lycée, devant un jury d'admissibilité au lycée, puis de passer un entretien à Sciences Po avec différentes personnes. Au départ, il y avait 5 membres, puis il y en a eu 3. Et ce qui était assez intéressant, c'est que parmi ces 3 membres, il y avait un membre du corps enseignant de Sciences Po, un membre de l'administration, mais aussi un représentant du monde professionnel qui pouvaient venir de la haute fonction publique, qui pouvaient être des indépendants journalistes par exemple, mais aussi beaucoup de gens du monde de l'entreprise. Et donc, on s'est dit, mais sur quels critères peut-on recruter ces jeunes? Quel est le talent, quel est le potentiel qu'on va chercher à évaluer
dès lors qu'on ne peut pas se fier aux notes, puisqu'on ne va pas voir des jeunes très très brillants au niveau des notes, en tout cas ils vont être rares parmi cette population. Et donc on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup tourné au début de la procédure vers une sorte de définition de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire toutes sortes de compétences sociales qui pouvaient être valorisées. On a un peu mobilisé, comme dans les universités anglaises et américaines, un concept qui est important, c'est le mérite, c'est la capacité à surmonter l'adversité. Donc c'est une sorte de mérite conditionné au milieu de vie dont on provient et aux différentes contraintes qu'on a suivies dans la sphère familiale, dans la sphère scolaire, etc. Mais on n'a jamais stabilisé une conception du mérite et certainement pas une concurrente à la définition habituelle qui s'est traduite par des critères scolaires, etc. Et petit à petit, avec l'augmentation du nombre d'entrants à Sciences Po, eh bien, il a eu de plus en plus de soucis que ces jeunes n'auraient pas le niveau pour réussir à Sciences Po. Et on a de plus en plus introduit des critères scolaires et dans la nouvelle réforme, effectivement, les critères scolaires sont très très dominants. Mais c'est un lieu intéressant pour étudier certains flottements dans la conception du mérite, certaines évolutions, l'introduction des critères du monde de l'entreprise qui sont déjà présents dans d'autres espaces. Par exemple, si on pense aux écoles de commerce, les entretiens des personnalités pour accéder dans les écoles de commerce incorporent énormément des critères du monde de l'entreprise, mais qui à Sciences Po n'étaient pas présents. En même temps, Sciences Po n'a jamais été dans une culture scolaire totalement classique, parce qu'il s'agissait de former des représentants politiques avec une certaine vision aussi des talents qui font ces hommes, parce que c'était essentiellement des hommes tels que ça a été pensé, des hommes politiques qui ne recoupent pas parfaitement la dimension, disons, scolaire des définitions du mérite. Donc c'est pour moi un lieu intéressant pour explorer ces évolutions autour du mérite. Un troisième aspect que je veux évoquer, et c'est pour cela que j'ai choisi aussi de me focaliser sur les jeunes, c'est un certain agacement par rapport au fait, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose sur laquelle j'écrirai aussi un tout petit peu, c'est un tout petit peu entre la littérature et la recherche, c'est qu'il y a beaucoup de mobiles sociaux qui écrivent sur eux. Et notamment beaucoup dans le monde de la littérature, donc bien évidemment Annie Ernaux, mais on a aussi beaucoup d'autres représentants. Et je pense que ça crée une vision un peu figée de qui sont ces personnes. D'une part, très souvent, ceux qui écrivent sont des gens qui sont venus à ces positions, ils sont plutôt âgés, pour une partie d'entre eux, qui sont venus dans une vision du mérite scolaire, qui ont vraiment été des boursiers méritants, qui ont progressé dans le système. Et d'autre part, comme ils sont écrivains, ou qu'ils occupent des positions dans le monde culturel, journalistes, etc., ils ont une forme de réflexivité très très grande sur leur trajectoire. Au moins, je rencontrais une partie des mobiles sociaux qui ne correspondent pas du tout à cela, qui peuvent ne pas du tout être réflexifs sur leur trajectoire, même si la mobilité sociale apporte de la réflexivité, mais ça dépend de leur milieu de provenance. Une partie qui ne sont pas du tout des méritants scolaires, notamment ceux qui ont été recrutés au début de la procédure, quand elle était focalisée sur le talent, le potentiel, etc. Et donc, ça me permet de montrer que la mobilité sociale peut donner lieu à, d'une part, les bénéficiaires peuvent être des individus très divers, et puis ça peut conduire à des expériences et des trajectoires assez variées, et donc c'était ma volonté de montrer aussi ces différents visages de la mobilité scolaire et de la mobilité sociale. Après, il y a à côté de ça quelque chose que je ne pourrais pas étudier complètement, qui est quand on accomplit une mobilité scolaire en passant par Sciences Po, est-ce qu'on accède véritablement aux élites? Et ça, c'est une question qui reste ouverte parce qu'il aurait fallu vraiment, et malheureusement je n'ai pas les données pour faire cela, voir par exemple quels sont devenus les premiers bénéficiaires, où se trouvent-ils, étant donné que notamment les collègues britanniques qui travaillent beaucoup sur ces questions de mobilité sociale en ce moment, ont montré notamment qu'il est plus facile pour les mobiles sociaux d'accéder à des positions importantes au début de leur carrière, mais qu'ils sont très souvent bloqués
pour avancer dans le monde du travail, parce que ça nécessite à la fois souvent un capital social qu'ils n'ont pas cumulé nécessairement dans les institutions d'élite au même degré que leurs camarades, et puis qu'ils n'avaient pas de leur famille, de leur socialisation géographique, et d'autre part, un capital économique, parfois, pour certaines positions, notamment dans le monde économique, etc. Et puis, reste aussi l'idée, est-ce qu'ils veulent s'insérer dans ce monde-là, dont ils ne partagent pas nécessairement toujours les valeurs, les pratiques sociales, etc. Alors ça dépend un tout petit peu si je me situe par rapport à cet ouvrage que je suis en train de rédiger. Et de ce point de vue, je pense qu'effectivement, il est important sur le plan du rôle de l'État de clarifier un tout petit peu cette différence que j'évoquais tout à l'heure entre renouvellement des élites et lutte contre les inégalités. Parce que c'est quelque chose qu'entretiennent facilement un certain nombre d'institutions, d'associations, etc., qui effectivement participent de ces mouvements, mais qui à mon avis est très néfaste parce que ça fait abandonner dans une large mesure des grands pans de la lutte contre les inégalités en faveur d'actions effectivement qui concernent des publics segmentés, mais très souvent gonflé par l'idée, par exemple, qu'on intervient dans un lycée et c'est comme si tout le lycée était concerné, parce qu'on évoque beaucoup, je dirais pas que c'est une forme de ruissellement, mais presque, c'est une forme de, j'appelle ça parfois de la contamination positive, c'est-à-dire qu'on a 5 étudiants d'un lycée qui participent à un dispositif et on nous dit que tout le lycée est impliqué dans des actions de telle grande école, de telle association, etc. Mais c'est pas vrai, la plupart ne savent même pas que cette action a lieu. Au mieux, on peut espérer que dans la classe où se trouvent ces jeunes, il y ait eu quelques circulations d'informations, de conseils, etc. Et donc, et ce qui pour moi est important, c'est que d'une part on clarifie effectivement ce sens, et d'autre part, mais ça s'inscrit dans un contexte plus large du fait qu'effectivement aujourd'hui l'État se repose beaucoup sur des initiatives d'une multitude d'acteurs qui peuvent être d'acteurs publics, qui peuvent être d'acteurs du secteur associatif, qui peuvent être des acteurs purement privés, des entreprises, des start-up, etc., avec une très très faible régulation. Au mieux, la régulation opère par des labels. Par exemple, ce qui s'est passé à l'ouverture sociale, c'est que Sciences Po a lancé son programme, une partie des grandes écoles s'est sentie concernée par cet appel et cette critique de la fermeture sociale des grandes écoles et ont lancé tout un ensemble d'actions. Les émeutes des années 2005 sont passées dessus et donc ça a beaucoup alerté les politiques qui ont créé des chartes de l'égalité des chances, etc. Puis en 2008, on a lancé ces grands programmes qui s'appellent Cordée de la réussite, mais en fait l'État n'a fait que donner un label à tout un ensemble d'initiatives extrêmement variées. Donc nous, avec un groupe de mes étudiants, j'ai fait il y a 2 ans une analyse des cordées de la réussite en la région Île-de-France, et on voit une extrême diversité, puisque maintenant on a étendu ces programmes à l'ensemble de l'enseignement supérieur. Et donc, toutes sortes d'objectifs, y compris l'objectif premier d'un certain nombre d'établissements ou de filières, c'est de trouver des étudiants, parce que ce sont des filières qui risquent de fermer par manque d'étudiants, et donc cette politique devient une façon de prospecter pour avoir des étudiants. Et donc, pour moi, ce qui est très important dans le cas de ces politiques, mais ça s'applique à un ensemble beaucoup plus vaste au-delà de l'accès à l'enseignement supérieur, dans différents domaines de l'action publique en éducation, c'est que l'État soit en mesure de réguler ces initiatives. Si l'on pense par exemple à des initiatives comme celle des Sciences Po ou des initiatives comparables, par exemple en Angleterre, on a mis par exemple un objectif aux universités et le financement des universités est conditionné à leur capacité d'ouverture sociale, c'est-à-dire que c'est le minimum pour moi de régulation, c'est-à-dire qu'elles doivent tous les ans faire la preuve
que les actions qu'elles ont mises en place ont contribué à une diversification de leur public. Mais on n'est même pas allé jusque-là en France, puisqu'on a beaucoup parlé des 30% des boursiers dans les grandes écoles, 30% des boursiers dans les classes populaires, mais jamais c'est resté un objectif qu'on n'a jamais évalué, qu'on n'a jamais mesuré. Et donc, il est un idéal régulateur au mieux, mais il ne joue pas véritablement un rôle très efficace. Et par ailleurs, contrôler davantage qui bénéficie de cela, comme je l'ai dit dans le cas des Sciences Po, mais c'est a fortiori le cas de beaucoup d'autres actions. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas vraiment désavantagés, qui sont des passagers clandestins dans ces politiques des classes moyennes, des classes supérieures, qui certes n'auraient peut-être pas imaginé de faire des études aussi ambitieuses s'ils n'avaient pas fait partie de ces dispositifs, mais on ne peut pas dire que ces dispositifs s'adressent pleinement aux classes populaires, parce qu'ils bénéficient à beaucoup d'autres catégories d'élèves. Quel type d'action on mène? Beaucoup de personnes qui interviennent dans ces dispositifs n'ont pas une formation pédagogique, notamment si on pense à des personnes qui interviennent par le biais d'associations ou des entreprises, etc. Donc, quel type d'action ils mènent? Et très souvent, ces actions sont très superficielles. Elles interviennent très tard au lycée, elles interviennent pour des périodes très courtes. Et donc, au mieux, ce qu'on donne souvent, c'est un ensemble de recettes, des conseils, qui aide surtout les jeunes qui déjà n'ont pas trop de difficultés et qui avaient besoin de quelques conseils en termes d'orientation, etc. Ça ne peut pas du tout résoudre les problèmes plus sérieux. D'ailleurs, une étude qui a été faite il y a quelques années par l'École d'économie de Paris montrait à nouveau, une étude statistique, montrait que les jeunes qui étaient en difficulté scolaire ne bénéficiaient absolument pas de ces actions, et même le contraire. C'est-à-dire que ça interférait avec le résultat au baccalauréat. Parce qu'ils étaient en concurrence. Le fait de participer à des dispositifs et préparer le baccalauréat devenait deux objectifs concurrents, et donc ils avaient moins de chances d'obtenir le baccalauréat en étant dans ces dispositifs qu'en n'y étant pas. Et donc, je dirais qu'il y a beaucoup plus nécessité aujourd'hui de mettre en place une action de régulation de ces actions qui, effectivement, l'État ne peut pas totalement contrôler puisque ça ne dépend pas de ses services directement parfois, mais il peut mettre en place tout un ensemble d'actions visant à mieux réguler ce qui se passe pour que ces actions soient véritablement bénéfiques, ce qui suppose d'avoir à l'intérieur même de l'État des personnes formés à exercer ce type d'activité. J'ai beaucoup réfléchi sur ces questions dans mes autres recherches, au fait qu'on a une administration de l'éducation en France qui n'est pas du tout formée, même pas à réguler à l'intérieur de son administration, mais a fortiori quand il s'agit d'un ensemble d'initiatives qui proviennent de l'extérieur, et donc il faudrait véritablement des gens qui aient des capacités d'accompagnement, d'évaluation, de régulation, etc. Mais tout cela ne concerne effectivement qu'un segment réduit si l'on veut véritablement lutter contre les inégalités, eh bien, comme beaucoup de mes collègues, je pense qu'il faut agir très tôt, plutôt que effectivement se concentrer sur le passage à l'enseignement supérieur, bien que les inégalités se déroulent tout au long de la scolarité. Donc, il faut s'intéresser aussi à ce qui se passe à tous les différents niveaux. Et donc, agir effectivement, mais au niveau des curricula scolaires, au niveau des programmes d'enseignement, de la pédagogie qui est mise en œuvre, des modes d'organisation du système d'enseignement. J'y suis très sensible parce qu'on a certes éliminé les différences entre établissements, on a certes éliminé les grandes filières, pas au lycée encore, mais on a multiplié par exemple des options, des dispositifs qui aujourd'hui segmentent totalement les publics scolaires. Mes travaux antérieurs m'ont aussi emmené à être très sensible aux effets de la ségrégation scolaire. Et donc, quels sont tous les facteurs qui contribuent à cette ségrégation, que ce soit du point de vue des familles et des stratégies qu'elles développent, que de l'école, des stratégies d'attraction des établissements scolaires, de stratégies de distribution interne des publics, dans des classes et niveaux, dans ces options, etc. Et puis,
quel est le rôle actuellement de l'enseignement privé, recomposer des stratégies qu'il développe pour attirer certains types de publics, etc. Donc je dirais ça demande une action beaucoup plus continue de l'État et surtout précoce en direction de ce type de public, et c'est là où je fais véritablement la différence entre des politiques globales de lutte contre les inégalités qui parfois méritent d'être territorialisées parce qu'effectivement il y a des concentrations de difficultés dans certains secteurs, mais j'alerte un peu plus sur ces politiques très individualisées, notamment quand elles sont tardives, et d'autant plus qu'elles ne concernent pas toujours les plus désavantagés à l'intérieur du système.